On travaille avec Michel Larive, mon collègue qui est avec moi à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, et Sabine Rubin, qui a été auparavant dans cette même commission et qui reste très mobilisée sur ces sujets. On fait une série, et avec aussi les représentants du livret ESR, hein, de la France Insoumise. Nous faisons donc une série d'auditions sur la LPPR, puisque le nouveau texte est sorti et qu'il passera dans l'hémicycle et avant en commission dès le mois de septembre. Hein, ça va arriver assez vite. Donc, une série d'auditions pour recueillir un petit peu des éléments de réflexion des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, aujourd'hui, nous commençons avec vous, SNESUP, donc Christophe Voyot et Philippe Aubry. Donc, si ça vous va, on va vous laisser d'abord peut-être nous dire ce que vous pensez de cette LPPR, le contexte dans lequel le texte est sorti. Donc, en pleine crise sanitaire du Covid, il y avait eu une première version du texte qui a été finalement assez peu changée hein, dans sa version finale. Nous avons eu il n'y a pas très longtemps. Voilà, recueillir un petit peu votre avis sur le contexte. Est-ce que les enjeux sont à la hauteur, sur le mode de financement aussi, sur le mode de recrutement de personnel avec les nouveaux contrats qui sont proposés, et puis d'autres éléments, libre à vous. Bah écoutez, merci d'abord de nous convier à cette audition également. C'est très important pour nous parce que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps. Ce que je vous propose, puisqu'on a déjà eu l'occasion de faire un petit peu cet exercice, c'est que je commence à vous faire une petite présentation sur les enjeux, sur la recherche, et puis Philippe enchaînera sur les problèmes liés aux carrières, au recrutement, etc. Donc, il est un peu plus spécialiste que moi. Hein, on fait une petite présentation de 10 minutes et puis maxi vraiment hein, des enjeux hein, pour répondre à votre question. Et puis après, on pourra avoir un échange plus à bâton rompu. Donc, dans la version actuelle, si vous voulez, de ce texte, où il y a des articles qui sont parfois un peu incongrus, mais il y a quand même trois éléments importants qui ressortent. D'abord, il y a une programmation budgétaire, hein, donc qui justifie le fait qu'on parle de loi de programmation. Il y a des éléments sur l'allocation des moyens pour la recherche, à la fois les moyens nouveaux, mais aussi les moyens existants, et puis toute une série de dispositions qui touchent à nos statuts, à nos carrières, au recrutement de nos futurs collègues. Donc, sur la programmation budgétaire, donc, ce que je vais dire va reprendre au fond ce qu'a déjà dit dans son avis le CESE, hein, qui a rendu un avis très argumenté avec lequel on a beaucoup de points d'accord, notamment sur cette question. C'est que l'effort tel qu'il est proposé est insuffisant. Alors, il est insuffisant à deux niveaux. Il est insuffisant dans sa globalité, hein, c'est-à-dire que ce qui est proposé ne permettra pas d'atteindre les objectifs qui ont été fixés, hein, de 3% de dépenses par rapport au PIB pour la recherche, en associant à la fois la recherche publique et la recherche privée, tout simplement parce que ça fait beaucoup d'années que l'effort, et notamment au niveau de la dépense publique, est insuffisant. Donc c'est un rattrapage, mais qui est un rattrapage qui n'est pas suffisant si on veut remettre la France dans une trajectoire qui lui continue entre guillemets, de tenir son rang hein, en matière de recherche. Il y a aussi un problème en termes de programmation à proprement parler, parce que cette loi, elle va finalement être adoptée au mieux, donc, pour ce qui est de la traduction budgétaire dans le cadre de la loi de finances 2021, et que compte tenu des aléas politiques, des crises dont on voit aujourd'hui hein, les conséquences, on peut avoir beaucoup d'incertitudes sur la pérennité des engagements de l'État, compte tenu d'une règle à laquelle on est, je pense, tous attachés de l'annualité budgétaire. Le fait que ces engagements donc, soient pris en fin de quinquennat, dans un contexte qui est le nôtre, et alors même que une bonne partie des sommes prévues ne seront programmées qu'à moyen terme, hein,
nous fait douter de la réalité de l'effort qui est proposé. Donc, en gros, c'est insuffisant. Nous estimons qu'il faudrait, sur les 10 années à venir, 1 milliard d'euros supplémentaires par an pour la recherche stricto sensu. Donc, c'est en gros le double de ce que propose actuellement le gouvernement. Deuxième point important, c'est le mécanisme d'allocation de ces moyens. Parce que c'est une chose que d'accorder des moyens supplémentaires, c'en est une autre que de savoir comment ils sont ensuite répartis et comment ils bénéficient ou non à l'ensemble des chercheurs et des enseignants-chercheurs et au personnel qui travaille avec eux. Là, ce que propose le gouvernement, et c'est un point sur lequel on est en désaccord total, et je pense que c'est un point qui devrait faire l'objet d'un débat politique fort, c'est de renforcer le budget de l'ANR et au fond de faire de l'appel à projet le mécanisme central, si je veux dire le mécanisme unique par lequel les crédits, y compris les crédits nouveaux, seront attribués, en modifiant à la marge les effets pervers de ce mécanisme, hein, c'est-à-dire, évidemment, si vous accordez plus d'argent, mécaniquement, le taux de réussite, à condition que le nombre de collègues qui soumettent des projets n'augmente pas à proportion. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de collègues qui estiment qu'ils n'ont aucune chance quand ils déposent un projet auprès de l'ANR et qui ne le font pas. Si on augmente le budget et qu'on fait un peu de publicité autour de ça, moi je pense que le nombre de projets déposés va augmenter, ce qui fait que mécaniquement le taux de réussite ne va pas augmenter autant que prévu. Mais et puis le deuxième correctif, c'est le fameux préciput, c'est-à-dire le fait que dans un établissement, on va prélever une partie des sommes des appels à projets, entre guillemets, gagnés par certaines équipes pour redistribuer un petit peu aux autres. Ce qui est un peu une variante de la pseudo-théorie du ruissellement qui est chère au gouvernement actuel. Alors, ce mécanisme, c'est un mécanisme de marché qui profite non pas forcément aux projets les plus intéressants du point de vue de la science et du point de vue même des intérêts de la France ou de l'Europe, mais aux collègues les plus habiles, ceux qui savent exploiter l'air du temps, ceux qui ont les meilleures relations avec les membres des jurys, parce que nous sommes une petite communauté, nous ne sommes jamais dans une situation où les gens ne se connaissent pas. Et malheureusement, la crise sanitaire nous a montré que des recherches importantes, comme celle sur les coronavirus, ont pu à un moment donné être totalement écartées de ce mécanisme de financement. Donc c'est un mécanisme de financement qui est relativement aveugle, qui ne prend pas en compte c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et des savoir-faire des équipes de recherche, et qui est incapable de traduire dans les faits des priorités à long terme, parce qu'en matière de recherche, le seul moyen de pouvoir faire des progrès tous azimuts, c'est d'avoir des financements récurrents des équipes qui ont été considérées et évaluées, parce qu'on n'a pas de problème par rapport à ça, à une évaluation comme efficace et pertinente. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est qu'on mette le curseur dans l'autre sens, très clairement, et qu'on aille vers un financement récurrent des équipes à hauteur des 2/3 bon, ce qui laisserait dans certains cas des appels à projets pour faire un petit peu bouger les lignes dans des domaines de recherche nouveaux, etc. Ça peut avoir un sens. Et puis, parce qu'au niveau européen, pour le moment, on est aussi dans une logique où il n'y a que l'appel à projet. Donc, là-dessus, on voit bien que c'est un combat, ça va être un des combats les plus difficiles à mener, parce qu'il y a un discours qui relève de l'idéologie, comme quoi la concurrence serait le meilleur moyen de faire travailler les chercheurs. C'est totalement faux. Il suffit de prendre l'exemple du GIEC pour montrer que les chercheurs sont capables de coopérer par eux-mêmes sur la base d'objectifs qui se sont eux-mêmes fixés et prêts à partager
et à définir en lien avec les responsables politiques. Au passage, nous estimons que la représentation nationale a son mot à dire sur les priorités en matière de recherche, mais que si vous vous contentez de voter un budget, même en augmentation, avec ce système d'appel à projet, de toute façon, vous serez dans la même situation que nous, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais rien ne garantira que les priorités que vous aurez fixées seront respectées dans le cadre des appels à projets. On peut profiler les appels à projets, mais c'est quelque chose qui se contourne aisément. Donc, nous sommes aussi demandeurs de mécanismes institutionnels qui permettent un dialogue donc institutionnalisé entre la représentation nationale et la communauté scientifique pour définir ces priorités et ensuite traduire ça en termes budgétaires à travers des financements récurrents. Un autre aspect des appels à projets, ce qui me permet de faire la transition avec ce que va vous dire Philippe, c'est qu'il contribue très fortement à développer la précarité dans l'emploi scientifique. Puisque si vous n'avez pas de budget récurrent, c'est très difficile d'embaucher des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs sur des postes de titulaires. La tentation est très forte d'embaucher sur des contrats dont la durée est indexée à la durée du projet. Et donc, on a maintenant un peu de recul depuis la LRU, et on voit très bien que l'appel à projet est un vecteur très fort de la précarité. Et ce que propose par ailleurs, et je passe la parole à Philippe, le projet, c'est aussi de développer la précarité, notamment à travers les accès aux différentes carrières proposées dans l'enseignement et la recherche. Donc, Philippe, je te laisse la suite. Oui, ben, merci Christophe. Donc bon, justement, tu as bien lancé les choses. Donc sur les carrières, il y a, je vais revenir sur le constat partagé pour reprendre un peu le schéma qu'on a pris sur chaque point. C'est qu'effectivement, il y a une perte d'attractivité des carrières universitaires et de recherche. Ça, même le rapport préparatoire du groupe de travail 2 de l'an dernier l'avait remarqué, et bon, c'est dit par beaucoup d'acteurs. Voilà. Cette perte d'attractivité, on voit qu'elle existe quand on compare par rapport à l'existant à l'international, les rémunérations, les moyens qu'ont les collègues dans d'autres pays de même niveau, mais aussi si on compare les rémunérations à celles qui existent au sein de la catégorie A et A+, puisqu'au niveau de recrutement doctorat, on est plutôt dans du A+, dans la fonction publique. Donc, juste un petit indicateur, c'est que le salaire annuel brut d'entrée moyen des chercheurs en France, en parité de pouvoir d'achat, il représente 63% de celui en Europe et dans les pays de l'OCDE. Après, ça ne s'améliore pas, ça s'améliore un peu, mais ça ne rejoint pas ce qui existe au niveau de l'OCDE, puisque si on prend le salaire maximum des chercheurs, donc pour les professeurs d'université, c'est ceux qui sont en fin de carrière en classe exceptionnelle, et ceux-là gagnent donc dans ce cas-là 84% du salaire maximum moyen dans l'OCDE. Voilà, juste comme point de repère, sans aller trop dans les détails. Donc, comme Christophe l'a dit, ce que propose le gouvernement, c'est beaucoup de choses qui risquent de contractualiser encore plus avec l'accentuation de ce qui a été mis en place dans la fonction publique, qui est le contrat de projet, sauf que là, ça pourra être quelque chose qui ne sera pas limité à 6 ans pour les missions scientifiques. Et puis les tenure track qui sont une dérogation complète au système de recrutement par concours dans la fonction publique. Donc pour nous, cette contractualisation accrue, elle accroîtra encore la précarité des chercheurs qui est déjà largement présente avec notamment les impacts des appels à projets qu'a souligné Christophe.
Donc, pour nous, c'est un point humain important, mais c'est quelque chose, cette précarité qui est contre-productive pour la recherche en général, puisque le statut de fonctionnaire qui facilite des recherches sur le long terme, c'est un élément important dans le choix de celles et ceux qui ont embrassé une carrière dans la recherche en France, souvent. Et puis, cette précarité au niveau des équipes enseignantes dans l'enseignement supérieur est évidemment nocive parce que c'est une instabilité. On est obligé de reformer des collègues tous les ans. Voilà. Euh, donc, ça, c'est pour la contractualisation. L'autre versant, c'est l'augmentation des rémunérations qui est indispensable. Donc, ce qui est prévu ne permettra pas de combler à l'horizon 2027 le fossé avec les autres pays et avec les autres corps de la fonction publique, surtout si la politique de gel du point d'indice année après année que nous subissons se poursuit, parce que finalement, ça ne sera qu'une espèce de compensation de ce gel. Donc là-dessus, évidemment, s'il n'y a pas de garantie que comment, le pouvoir d'achat est préservé, donc cette augmentation de rémunération, elle sera inopérante. Donc, ce que nous souhaitons, nous, c'est un plan pluriannuel de création d'emplois de fonctionnaires, que ce soit enseignants-chercheurs, chercheurs, mais aussi personnel administratif et technique et de bibliothèque. Donc, on l'a évalué les besoins à 6 000 créations par an pendant 10 ans et qu'il y ait une revalorisation salariale indiciaire pour toutes et tous, parce que le risque avec ce qui est prévu actuellement, qui est une augmentation par le régime indemnitaire, c'est de conserver le niveau d'individualisation qui existe chez les enseignants-chercheurs et que les fortes disparités qui existent perdurent malgré une augmentation moyenne du régime indemnitaire. Parce que c'est énorme par rapport aux autres corps de la fonction publique, chez les enseignants-chercheurs en tout cas. Voilà. Et bon, on pense qu'il y a aussi, on a pu voir aussi que malgré les mesures prises par PPCR, prises avec PPCR il y a quelques années, qui devaient aider à la revalorisation des fonctionnaires, il y a un dysfonctionnement chez les enseignants-chercheurs qui fait que des blocages de carrière perdurent toujours. Donc, il faut aussi agir là-dessus par la même occasion, plutôt que de favoriser des systèmes indemnitaires qui risquent d'être très individualisés. Voilà. Merci, c'était assez riche. Je voudrais revenir sur les modalités de financement. Je voudrais savoir ce que vous pensez du choix d'abonder principalement le programme 172, qui correspond aux recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, dont dépend le CIR, et avoir votre avis un petit peu sur le CIR et sur la nécessité ou pas de le financer de plus en plus et de le garder ou pas. Je vous remercie. Alors, bon, ça fait plusieurs années qu'on dénonce le crédit impôt recherche. Hein. Donc, ça fait partie, hein, au fond, de ces mécanismes qui accroît la logique de marché dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Une partie de ces dépenses sont des dépenses qui ne concernent pas directement la recherche, puisque les entreprises ont la possibilité d'inclure dans cette niche fiscale par exemple toutes les sommes qu'elles utilisent pour monter leur dossier, donc en faisant appel à des cabinets privés, hein, et puis souvent avec une définition extrêmement large des dépenses de recherche qui inclut des sommes qui… Bon. On voit bien que ce mécanisme, qui est un coût élevé pour les finances publiques, n'a pas permis d'augmenter la dépense privée en matière de recherche, qui était l'objectif affiché. Donc, au bout d'un moment, quand un mécanisme fiscal de ce type ne répond pas aux objectifs qui sont fixés, la logique voudrait qu'on le remette en cause. Malheureusement, là, on se heurte toujours à un véritable mur.
sur le sujet. Alors, ça fait un peu c'est un peu le pendant hein, de l'appel à projet. Alors après, sur la répartition entre les différentes missions, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a une partie de la recherche qui est faite dans les universités, dont je pense au niveau du Parlement, sur laquelle on n'a pas une très grande visibilité, c'est ce qui se fait dans les équipes universitaires, hors CNRS, hors INSERM, etc. C'est cette partie de la recherche alors, qui est très importante en humanité, en sciences humaines et sociales, mais aussi dans les disciplines juridiques, hein, en droit. Ce sont ce qu'on appelait autrefois des équipes d'accueil. Alors aujourd'hui, elles n'ont plus de nom, ce sont des équipes universitaires dont le financement dépend au fond du budget de l'établissement, de l'université. Et ces équipes, elles ont une production qui est importante dans certains domaines, et elles sont aujourd'hui largement fragilisées. Ce sont souvent des équipes de plus petite taille qui ont moins de personnel support, c'est-à-dire d'ingénieurs, de techniciens, ce qui fait que les membres de ces équipes ont beaucoup plus de mal à avoir le soutien administratif pour répondre aux appels à projets. Donc il y a une espèce de logique perverse, elles ont moins d'argent et elles n'ont pas les possibilités d'avoir des contrats aussi facilement que les équipes CNRS dans le cadre des mécanismes d'appel à projets. Donc, compte tenu en plus de l'austérité budgétaire qui frappe les universités, de l'augmentation du nombre d'étudiants, etc., ces équipes, elles servent un petit peu de variable d'ajustement. On pourrait y ajouter le fait que, comme ce sont des équipes avec des enseignants-chercheurs, et que ces enseignants-chercheurs sont très sollicités au niveau de l'enseignement, hein, de leur service d'enseignement, ils ont moins de temps pour faire de la recherche. Donc, on a une espèce d'appauvrissement là, assez fort. Donc, il faudrait qu'effectivement une partie de cet argent supplémentaire n'aille pas uniquement dans le 172, mais aussi dans la mission 150. Ça, je pense, c'est assez important. Il faut garder ce système où on a des équipes universitaires qui sont en co-tutelle avec le CNRS ou avec d'autres instituts, et puis des équipes propres des universités. C'est un système qui fonctionne bien, mais qui a commencé à dysfonctionner à partir du moment où ces équipes n'ont pas été financées, ou ont été fusionnées, non pas pour des raisons liées à leurs activités de recherche, mais pour essayer de faire quelques économies par-ci, par-là. Donc, voilà un petit peu pour ce que… Je ne sais pas si ça Si, c'est très clair. Si M. Aubry peut peut-être rajouter quelque chose. Non, je pense que Christophe a bien donné tous les enjeux et rappelé effectivement tout ce qu'on pense du CIR. Voilà. Je voudrais revenir sur ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire le sentiment, qui n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, la précarité et du coup l'insécurité et peut-être aussi les angoisses que cela peut générer chez le personnel de la recherche et tous les acteurs de la recherche. Comment c'est vécu au quotidien? Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez? Et aussi sur le blocage des carrières que vous avez évoqué, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ça? Oui, donc la précarité, elle est très forte. Hein, le bilan social fait état je crois, à peu près 34% de personnel contractuel dans notre ministère, ce qui doit en faire le plus gros ministère en termes de contractuels. Et cela, c'est sans tenir compte de presque 150 000 enseignants vacataires qui peuvent être soit des doctorants, soit des professionnels, mais avec des situations très diverses.
Et justement, les vacataires en particulier, dont on n'arrive pas, malgré toutes nos demandes, à avoir des indicateurs qui permettent de mieux connaître cette population, de pouvoir différencier les professionnels d'entreprises privées qui interviennent ponctuellement, par exemple 20 heures sur une année pour quelque chose de très précis, et qui ne sont pas dans une situation précaire, d'un grand nombre d'enseignants vacataires qui, eux, travaillent presque à temps complet dans une ou plusieurs universités sous un statut de vacataire qui peut être contourné par des situations d'auto-entrepreneurs. Enfin, il y a beaucoup de contournements de cette qualité de vacataire. Et donc, voilà, on aurait besoin de mieux connaître cette population, mais bon, pour l'instant, ça reste lettre morte auprès du ministère. Et c'est tous ceux qui effectuent au moins 96 heures, il y en a quand même une part non négligeable. Hein. Je n'ai pas noté le nombre, mais je pourrais vous l'envoyer. Hein. Je crois que ça doit être vers 20 000. Donc, voilà, tout cela vivent très mal. Les doctorants qui n'ont pas un contrat doctoral et qui ont recours à ces vacations sont dans une situation très précaire aussi pour mener leur doctorat. Ces 2 dernières années, il y a eu des actions de collectifs de doctorants assez fortes, notamment dans le domaine des SHS, qui souffrent plus que les domaines de sciences dures de cette situation. Donc, c'est pour ça aussi qu'on demande dans l'augmentation de contrats doctoraux et de rémunération de contrats doctoraux que soit prise en compte un fléchage disciplinaire qui permette d'améliorer la situation dans les disciplines SHS. Donc voilà, on a beaucoup écrit sur la précarité. Il y a beaucoup, donc les universités ont tendance même donc à éviter de recruter des CDI, des CDD, se tournent vers les vacataires parce que c'est encore plus souple, si je puis dire. Mais voilà, les personnels en souffrent dans toutes tous les aspects. Sur les blocages, alors sur les personnels titulaires, le premier blocage, peut-on dire, c'est le manque quand même d'emploi, puisque le recrutement se fait tardivement pour les enseignants-chercheurs. En moyenne, c'est 34 ans. Donc avant, on retourne vers ce problème de précarité essentiel. Et puis après, donc dans les carrières en tant que titulaire, bien on constate que par rapport aux autres fonctionnaires, on a par exemple le principe de parcours sur 2 grades qui ne s'applique toujours pas bien. Et, on n'arrête pas de le signaler au ministère, de faire des propositions, mais on n'a jamais été contacté jusqu'alors en ce sens pour essayer de résoudre. Donc, ce qui nous inquiète, c'est que si les augmentations indemnitaires se font aussi pour une bonne part, comme c'est le cas pour l'existant, par des améliorations pour individualiser, suivant les fonctions, suivant le mérite, entre guillemets, on ne va pas améliorer la situation de l'ensemble des collègues. Et on voit bien que justement l'insuffisance, le manque d'attractivité, l'insuffisance des rémunérations, quand on la combine avec l'augmentation des effectifs étudiants avec non-emploi en plus, elle pousse les collègues à faire des heures supplémentaires et ça, c'est mauvais aussi pour la recherche puisque leur temps de recherche s'en trouve diminué, leur disponibilité pour la recherche s'en trouve diminuée. Les collègues, en moyenne, sur la France, c'est plus de 35 heures supplémentaires en moyenne, alors que le service, heures sup sur l'année, alors que le service, c'est 192 heures. C'est quand même important.
vous remercie. Monsieur Voyot, vous voulez rajouter quelque chose? Non? D'accord. Non, pas précisément. Je pense que l'essentiel a été dit. Après, bon, on pourrait vous raconter des tas d'histoires un petit peu vécues, parce que c'est aussi quelque chose qu'on ressent de manière subjective à travers les jeunes qu'on côtoie dans les équipes avec qui on travaille et qui nous font part de leurs difficultés. Et chaque nouvelle génération qui arrive de doctorants éprouve de plus en plus de difficultés. Il y a un gâchis humain derrière tout ça qui est formidable, quoi. Ça, c'est quelque chose que, si vous pouviez arriver à le faire passer auprès de vos collègues députés, c'est qu'au-delà des chiffres, il y a une dimension humaine qui est un gâchis formidable. Peut-être peut-on vous transmettre les deux suppléments qu'on a fait ces dernières années sur les non-titulaires, justement, qui donnent aussi quelques illustrations écrites voilà, de ce type de situation. Avec plaisir. C'est intéressant et pour nous et aussi pour faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose au milieu de la recherche comment ça fonctionne. Et derrière, effectivement, il y a toujours des êtres humains. C'est avec plaisir, faites-nous passer ça. Je voudrais votre avis sur l'article 11 qui répartirait les rôles avec d'un côté les établissements publics à caractère scientifique et technologique qui auraient pour le rôle d'agence de moyens et d'un autre côté les universités qui auraient le rôle de gestionnaire des ressources. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas évident parce que de vous répondre comme on a du mal à voir, pour être franc, à quoi cet article va servir par rapport à la situation actuelle. Est-ce que ça va être un changement très conséquent par rapport à la situation actuelle? L'exposé des motifs n'est pas d'une très très grande clarté. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que nous. Donc là, à ce stade, il y aura peut-être encore quelques explications à demander au ministère. Hein. Bon, ça fait partie des articles dans ce texte qui sont là parce que au sein du cabinet, voilà, ils ont identifié quelques problèmes ponctuels et ils veulent faire évoluer la législation. Donc il y a comme ça, il y a un côté fourre-tout dans ce texte. Donc là, honnêtement, j'ai du mal à savoir si c'est un vrai changement. Et donc là, pour avoir des inquiétudes vu la philosophie générale du texte, c'est pas quelque chose qui apparaissait, par exemple, très nettement dans les rapports préparatoires, les 3 rapports préparatoires. C'est surgi un petit peu sur la fin. Donc voilà, je pense qu'il faut être on n'a pas d'avis très tranché, mais il faut être un peu prudent vu la philosophie générale du projet et la logique qui est celle de la LRU, hein, c'est-à-dire d'une forme de décentralisation par défaut, c'est-à-dire que le ministère finit par abandonner beaucoup de ses prérogatives. Honnêtement, si on voulait pousser un petit peu le trait, si vous confiez l'ensemble des crédits à l'ANR et que vous considérez que les établissements doivent être autonomes, à quoi sert le ministère? Donc c'est sans doute là, l'idée elle est sans doute là, c'est d'accroître un petit peu l'autonomie d'un certain nombre d'acteurs qui le demandent. Hein. Les responsables des instituts du CNRS demandent toujours plus d'autonomie, etc. Hein. Si vous avez l'occasion de les auditionner, vous aurez ce type de discours qui est souvent assez idéologique. Hein. C'est-à-dire que l'autonomie est parée de toutes les vertus. On voit bien dans les situations de crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui que s'il n'y a pas à un moment donné des consignes qui sont données en haut et ensuite ça va pas du tout, quoi. Il y a des moments où il faut quand même se souvenir qu'on est une fonction publique d'État et qu'il doit y avoir quand même le souci d'avoir une certaine égalité dans la manière dont le service public fonctionne sur l'ensemble du territoire. Hein. Voilà, la problématique globale est là, quoi. On risque d'aller encore plus vers une forme
de localisation, métropolisation, régionalisation de l'ESR. Hein. Il y a aussi ça. Alors, ça apparaît peu dans le texte, c'est peu mis en avant, mais c'est quelque chose qu'on ressent nous. Alors, moins quand on est en Île-de-France, mais beaucoup plus dans les autres régions. On voit les conseils régionaux s'intéresser énormément à ce qui se passe, à la fois en termes de recherche et d'enseignement, dans les établissements qui dépendent de leur périmètre. Et idem pour les grandes métropoles que vous connaissez. Je vous remercie. Je voudrais avoir votre avis sur l'article 22 qui vise à réguler l'enseignement supérieur privé. Je voudrais savoir quel rôle doit avoir, selon vous, l'enseignement supérieur privé dans la recherche. Bon, là aussi, c'est une vaste question. Ce qu'il faut rappeler, je pense, et je ne doute pas que vous serez sans doute assez d'accord avec nous, c'est qu'avec Parcoursup, on a créé là quelque chose qui favorise l'enseignement supérieur privé pour deux raisons. D'abord parce qu'on organise une pénurie de places dans l'enseignement supérieur public, y compris pour des jeunes et pour des familles qui ne souhaitent pas aller dans l'enseignement supérieur privé. Et d'autre part, parce que la plateforme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou la curiosité d'aller un jour sur la plateforme Parcoursup en essayant de faire une recherche par rapport à un type de formation, vous verrez à quel point ces formations, finalement, sont très présentes, ne serait-ce que visuellement, quand on fait des recherches avec le moteur de recherche intégré. Donc, dans ce contexte-là, alors, même si avec la crise sanitaire, ils ont aussi des problèmes, hein, on n'a rien qui empêche la montée en puissance de cet enseignement. J'ajouterais à ça quelque chose qu'on a combattu, qui est le fait qu'on reconnaisse des diplômes qui jusqu'à présent étaient uniquement donnés par l'enseignement supérieur privé, le diplôme de bachelor, comme l'équivalent d'un diplôme de licence. Donc ça, c'est très grave, si vous voulez. Donc, on a la politique du gouvernement actuel, c'est vraiment une politique qui est très favorable à l'enseignement supérieur privé. Alors, en matière de recherche, les choses sont plus compliquées. Ce qui apparaissait dans le troisième rapport préparatoire, ce qui apparaît aussi quand on entend, moi j'ai suivi beaucoup les débats au CESE, les représentants des organismes patronaux, c'est eux, ils veulent, et ça se comprend de leur point de vue, hein, que la recherche publique se mette au service de ce qu'ils appellent l'innovation, un terme un peu fourre-tout au fond, l'innovation. C'est tout simplement dans une logique économique. Ils ont besoin de nouveaux process, de nouveaux produits pour pouvoir être concurrents sur leur marché respectif. Et ce qu'ils souhaitent, c'est que ces nouveaux produits, ces nouveaux process, ils souhaitent les obtenir au prix le plus bas. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont une attitude qui est toujours assez ambivalente parce qu'ils ne sont pas contre la recherche publique quand ils peuvent immédiatement en tirer des profits, mais ils veulent en même temps maintenir une recherche privée et une recherche privée qui bénéficie de financement public. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le crédit impôt recherche. Donc là, la frontière publique-privée en matière de recherche, elle est pas évidente à saisir. Alors pour des gens qui sont un peu en plus extérieurs à cet univers-là, c'est toujours très compliqué. Elle ne peut pas être complètement étanche. C'est logique qu'il y ait des coopérations. Un chercheur qui travaille dans une entreprise privée qui a obtenu un doctorat dans une université française, on n'a aucune raison de le mépriser et de ne pas considérer qu'il puisse pas travailler avec lui, mais il faut faire attention quand même au flux financier, d'une part, et puis au fait que si c'est l'innovation qui devient en permanence le leitmotiv de tous les programmes de recherche et de tous les appels à projets, on va laisser de côté complètement la recherche fondamentale, ou les domaines de recherche qui n'intéressent pas directement les entreprises privées, mais qui pourraient avoir et qui ont un intérêt pour l'État en tant que tel. Je vous donne un exemple, alors qui va être un peu anecdotique, mais
La recherche en matière de droit international public. Ça n'intéresse évidemment pas les entreprises privées, mais par contre, l'État a intérêt, s'il souhaite avoir une activité diplomatique importante, je ne sais pas, en matière de défense des droits de l'homme, par exemple, d'avoir des spécialistes bien formés, susceptibles de jouer le rôle d'experts auprès des hauts fonctionnaires et d'avoir aussi des hauts fonctionnaires qui aient une formation initiale de bon niveau. Donc, il y a des enjeux en termes de recherche qui ne peuvent pas entrer dans le prisme de l'innovation et de l'innovation pensée dans une logique de court terme. Alors, je vous ai fait un panorama un peu large, là, excusez-moi, mais il y a peut-être… Non, non, ne vous excusez pas. Monsieur Aubry, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sur ce point, déjà, l'article 22 prévoit que ça va être des ordonnances Tout à fait. encore, donc c'est quelque chose qui va être peu débattu. Dans un projet de loi sur la recherche, on prévoit finalement des ordonnances sur un enseignement supérieur privé qui ne participera pas forcément beaucoup à la recherche. Donc, sur le principe, déjà, on peut s'inquiéter. Je pense que c'est aussi ce qui guide ça, c'est essayer de faire passer l'enseignement privé, enfin les établissements d'enseignement privé, alors qu'ils n'ont pas les mêmes obligations que les établissements d'enseignement supérieur public, comme participant à un service public général. Je pense qu'il y a cette idée-là quand même, donc de les favoriser d'une certaine façon. Puis, bon, on ne sait pas du tout ce qu'il y aura dans ces ordonnances, là ça reste très vague. Et on voit bien que l'objectif, il est question de délivrance d'un grade universitaire. Ça continue ce qu'on a dénoncé cette année à propos là, des licences professionnelles, des licences, d'une dynamique visant à dépouiller finalement le service public de la prérogative de ces délivrances de grades universitaires. Je vous remercie. On parlait de l'ouverture au privé et tout à l'heure, vous avez abordé la question du sens. Qu'est-ce que c'est qu'un service public? Et avec le risque de l'autonomie, et en fait, c'est la mise en concurrence au sein du territoire. La mise en concurrence est quelque chose, est un fil directeur dans la politique du gouvernement, avec toujours l'idée que finalement, la France, Macron disait Startup Nation, c'est cette vision un petit peu de France entreprise. Or, un pays n'est pas une entreprise et on doit aussi avoir une vision globale et de solidarité entre tout le monde. Et c'est le sens et l'importance qu'ont les services publics. Au niveau de la recherche, outre la précarité et le mal-être chez beaucoup de chercheurs, y compris des gens qui ont témoigné de la perte du sens, de l'abandon de la recherche fondamentale. Qu'est-ce que ça implique pour vous au niveau de la vision de la recherche et jusqu'où vous pensez que ça peut aller au niveau aussi de la recherche en sciences humaines qui pâtit beaucoup de ces politiques-là. Vous avez abordé tout à l'heure le fait que la recherche sur les coronavirus avait été abandonnée parce qu'elle n'avait pas été jugée peut-être immédiatement rentable. En termes de vision de la recherche et de politique de la recherche, quels sont les écueils qu'on voit assez bien de cette politique-là et qu'est-ce que vous préconisez pour redresser la barre et redonner du sens? Quelle politique de la recherche vous mettriez en œuvre et avec quels moyens? Quels moyens vous auriez besoin? Alors, ce qui est important, c'est que les chercheurs et les enseignants-chercheurs puissent avoir leur mot à dire. Alors, parce que pour pouvoir se projeter dans l'avenir et parfois évaluer les domaines de recherche sur lesquels il y a des choses importantes à faire, ça suppose quand même une connaissance spécifique. Donc, notre point de vue ne doit pas être ignoré. Et la logique qui serait une logique, par exemple, uniquement politique,
pourrait conduire à privilégier certains domaines en fonction des questions qui se posent au présent, et du coup à délaisser d'autres domaines de recherche. Au passage, c'est ce qui se passe actuellement avec la recherche sur le coronavirus. On est en train de mettre beaucoup d'argent, on comprend pourquoi, mais comme les budgets n'ont pas forcément été augmentés, il y a aussi des effets de substitution, hein, qui sont extrêmement dangereux. Donc, en même temps, comme je l'ai déjà dit, nous, on trouve absolument logique que des parlementaires élus aient leur mot à dire en termes de priorité. Après, il faut arriver à conjuguer des priorités et le maintien d'une capacité de recherche. C'est-à-dire que la France, encore aujourd'hui, est un pays qui, dans beaucoup de domaines, a encore un potentiel de recherche important. C'est d'abord un potentiel humain. Ce potentiel, il a été abîmé par le sous-financement de ces dernières années et par le manque de recrutement de nouveaux chercheurs, etc. etc. Bon. Mais ce potentiel, il peut encore être préservé et utilisé sans forcément rentrer dans des logiques de spécialisation à outrance. Mais il ne faut pas tarder. C'est-à-dire qu'il il faut pas tarder à faire cet effort budgétaire. Et il faut le faire en donnant une priorité à ce qui a été le plus affecté par les politiques des années précédentes, c'est-à-dire la recherche fondamentale d'une part, tous azimuts, et puis bon, vous parliez des SHS. Alors, les SHS, c'est surtout au niveau des financements des thèses qu'il y a un souci. Là, même le ministère le reconnaît. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des financements pour des équipes de recherche sans que les thèses elles-mêmes ne bénéficient de financement, parce que soit on va utiliser des gens à qui on va faire des thèses sans qu'ils puissent véritablement faire une recherche de haut niveau, soit il va falloir trouver de l'argent ailleurs. Enfin, bon, on est dans une logique de bricolage qui ne va pas, qui ne favorise pas d'ailleurs des projets très ambitieux, parce que si vous avez des grosses difficultés de financement, il y a certains sujets, il y a certains domaines on va vous dire gentiment, oui, je prends un exemple un peu fictif, c'est une très bonne idée de faire une thèse d'anthropologie sur l'Afghanistan, mais si vous voulez faire des séjours là-bas, c'est un peu compliqué, ça coûte très cher, ça ne va pas être possible. Faites donc une thèse d'anthropologie, je ne sais pas, dans un quartier populaire de votre ville, comme ça coûtera moins cher. Bon, c'est un exemple fictif, hein, mais c'est comme ça qu'on finit par appauvrir les SHS, parce que par manque de moyens, on finit par avoir moins d'ambition, notamment les recherches collectives, c'est-à-dire les grandes enquêtes qui permettent de produire des données sur le long terme, de travailler en coopération avec des collègues étrangers, de faire des grandes enquêtes, y compris des enquêtes pluridisciplinaires. Ça suppose des financements. Donc, il y a vraiment un effort budgétaire, et puis il y a un effort aussi pour sortir de cette logique du présentisme qui fait des ravages. Hein. On a des effets de mode, alors, dont vous-même, en tant que parlementaire, vous êtes forcément victime, on ne peut pas vous le reprocher. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un dialogue, qui peut être un peu parfois une confrontation, entre des priorités peut-être plus axées sur le temps présent et puis des gens qui soient capables de se projeter un peu sur le long terme. Mais il faut qu'il y ait un dialogue, parce que ce n'est pas au niveau du MESRI qu'on voit apparaître une vraie réflexion sur que devraient être les domaines de recherche à privilégier dans 10 ans. Hein. Mais donc là, il y a un mécanisme à inventer, y compris peut-être d'un point de vue institutionnel,
Parce que là, si la LPPR passe, encore une fois, c'est un mécanisme de marché aveugle, totalement aveugle, qu'on va mettre en place. Je vous remercie. Monsieur Aubry. Oh, je pense, oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, c'est important pour nous que les chercheurs soient entendus parce qu'on ne peut pas réduire à la recherche au court terme. On ne sait pas ce qu'on va trouver en général à l'avance comment bien des exemples ont montré dans le passé, hein, même que dans tous les domaines, hein, même en sciences dures, comme on dit. Donc, ça, c'est important. Et puis, sur les sujets généraux sur lesquels il y aurait vraiment des priorités de la société à mettre, effectivement, ça peut être dans un échange avec la représentation nationale, parce qu'il n'y a pas de raison non plus que ça soit dans les mains d'une direction d'un organisme comme l'ANR. Hein. On voit bien que là, le mécanisme d'appel à projet est encore a des conséquences très lourdes. Je vous remercie. Vous avez abordé le manque de concertation. Pour que ce soit clair pour tout le monde, ça veut dire que dans toute la démarche de préparation de la LPPR, y compris pendant la crise sanitaire et finalement l'aboutissement du projet de loi final, vous n'avez pas été concerté. Pas tout à fait ça. Il y a eu une concertation dans le cadre des 3 groupes de travail préparatoires. Il y a eu par ailleurs toute une série de réunions dont Philippe pourrait vous parler sur les aspects de carrière. Alors, c'est des réunions qui sont souvent sur des objets limités, on n'a pas de documents, on n'est pas forcément informé à l'avance, donc c'est très fragmenté, donc c'est une forme de concertation qui n'en est pas vraiment. Et puis, il y a un aspect, c'est que là, ce qu'on a dit, on a essayé de faire passer le message au gouvernement, votre projet, on l'a fait passer à l'occasion du CNESER, des différents comités techniques qui ont eu lieu là. Votre projet, il a été fait avant la crise sanitaire. La crise sanitaire nous montre malheureusement à quel point il est inadapté. Donc, il serait peut-être urgent de revoir votre copie, quitte à scinder les choses et dans le budget de 2021, à déjà commencer à améliorer la situation budgétaire. Au fond, les choses auraient pu se passer comme ça. Et là, fin de non-recevoir total. La ministre ne veut pas revoir sa copie, si ce n'est de manière très, 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 très marginale. Et on a l'impression qu'elle se rend. Les choses ont changé, que la perception plus globale des enjeux autour de la recherche a changé. Moi, j'ai été très frappé au CESE, donc lors du débat final, hein, quand a été présenté l'avis, puisque c'était à la Commission des affaires économiques. Donc, il y avait vraiment les représentants de tous les intérêts économiques, et à quel point il y a eu un accord entre vraiment des organisations qui ne le sont pas, souvent sur l'idée qu'il y avait un effort à faire en matière de recherche et que c'était pour notre pays une priorité. Et ça, la ministre, elle n'a pas entendu. Je trouve que les élus au CESE, ils ont bien fait le lien entre ce projet et l'ambition qu'il pouvait y avoir de ce projet, et puis la nécessité de le redimensionner, de le revoir. Et ça, moi, je pense que j'espère que ce débat, il va aussi avoir lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bon, nous, on a l'impression que la ministre, elle veut aller vite maintenant, parce qu'elle veut être sûre que cette loi, elle soit adoptée avant la fin du quinquennat. Ça nous pose un problème, et nous, on serait prêt à rentrer dans un nouveau round, si vous voulez, de discussion, bien entendu. On est toujours prêt à discuter, mais voilà, en acceptant de nous écouter un peu plus, parce que souvent on a l'impression, voilà, on nous reçoit,
Il y a beaucoup de réunions, on passe beaucoup de temps en réunion au ministère, mais on n'est pas vraiment écouté. Je pense que d'autres ont dû vous le dire, ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Ça Oui. n'est pas forcément supérieur. Ça, c'est un trait qui caractérise ce gouvernement. Je ne sais pas si Philippe, tu as ajouté quelque chose. Tu as participé à beaucoup de ces réunions d'ailleurs. Oui, j'en ai eu pas mal. Donc, il y en a certaines qui sont intéressantes, où on a eu quelques éléments, notamment en termes sur la revalorisation. Mais de façon générale, on entend effectivement, même déjà avant cette question de projet de loi, le terme de concertation, souvent brandi. Voilà, on a concerté, mais organiser des réunions et après vraiment entendre ce qui en ressort largement, ça c'est autre chose. C'est pas la même chose et ça ne s'est pas passé puisque on a quand même sur plusieurs points des accords, des remarques des syndicales larges, des désaccords avec des projets où les remarques n'ont pas du tout été prises en compte. Donc, par exemple, au comité technique ministériel, il y a eu quand même plusieurs motions, amendements sur certains articles qui montrent que même les organisations qui ne sont pas exprimées contre le projet dans son entier sont contre certains éléments. Donc ça n'est pas entendu. On a l'impression qu'effectivement, les réunions sont faites pour dire on a concerté, mais c'est autre chose qu'il faut avoir en tête pour avancer. Bon, je parle des organisations syndicales, mais il y a d'autres acteurs comme les directions de laboratoire qui ont eu des expressions très critiques ces derniers mois, des expressions écrites sur ce projet. Donc, écoutez, la plupart des sociétés savantes qui vont dans le sens, en tout cas, de plusieurs points soulevés par les organisations syndicales. Donc, voilà, c'est ça le problème quand on parle de concertation. Et puis, sur le projet lui-même, je pense que ce qu'on peut dire, ça a déjà été écrit, c'est qu'il est basé sur des orientations qui ont conduit pour nous à la détérioration de la situation française en termes de recherche. Donc, c'est assez contradictoire de reprendre les mêmes outils qui ont conduit à détériorer une situation en allant encore plus loin. Il faut toujours aller plus loin pour finalement dire que ça sera mieux. C'est jamais assez. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous pour ces éléments-là qui nous sont très utiles.